nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invité cette semaine est Moïse Victor Len Mingwe, auteur de Pauvreté et misère, 7 clés pour un leadership efficient, qui vient de paraître aux éditions Éclosion. L'auteur est ingénieur des travaux du génie civil. Il a été pendant 27 ans cadre de la fonction publique camerounaise, notamment au ministère des Marchés publics. Aujourd'hui, il exerce comme consultant dans l'ingénierie en design et expert en marché public. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Moïse Victor Len Mingwe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Nous allons parler de votre livre que vous venez de publier aux éditions Éclosion, Pauvreté et misère, 7 clés pour un leadership efficient. Pour nous éclairer, avant qu'on entre véritablement dans le vif du sujet, il s'agit clairement, et vous l'assumez, d'un livre de développement personnel. Oui. Oui, c'est un livre de développement personnel. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de céder à ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme la mode avec cette foultitude de livres qui sortent sur le leadership, le développement personnel, le coaching, ainsi de suite? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise que vous avez un peu cédé à l'effet de mode? Ou alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans cet ouvrage que vous proposez? Effectivement, il y a quelque chose de plus dans ce que je propose. Effectivement, c'est un livre qui adresse la préoccupation du leadership, développement personnel, mais dans ce livre, il y a une étude qui est proposée. Une étude qui est adossée sur 7 clés. Et dans cette étude, il a été question d'attribuer des notes à des clés. C'est une codification de comportement. C'est un peu ça la différence fondamentale entre les autres. C'est la différence fondamentale entre ce livre et beaucoup d'autres livres. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est une spécificité pour le livre. C'est-à-dire que il y a une étude qui a été faite qui a permis de classer ces clés par ordre relativement au leadership. Quelle est la plus importante des clés? Donc, c'est un peu ça la spécificité du livre. Oui. On parlera évidemment de toutes ces clés pour un leadership efficient, comme vous l'expliquez. À partir de quel moment l'idée de faire ce livre a germé dans votre esprit et comment est-ce que vous expliquez ce titre? Je dis ceci, et ça, c'est les experts compétents qui le disent. Environ 50% de la population mondiale, presque 7 milliards de personnes, des hommes, des femmes, surtout des enfants, des petits-enfants, semblent condamnés
peinent à se libérer des chaînes de la pauvreté et la misère. Et cela se passe beaucoup plus dans nos pays où, fatalement, les gens ont l'impression que c'est une fatalité. Ils ne peuvent pas sortir de là. C'est pour ça que dans ce livre, j'essaie de dire aux uns aux autres, on peut sortir de la pauvreté. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle une transformation de soi-même, faire une expansion de soi-même, avoir quelles sont les capacités, les qualités qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que en termes de proposition, je propose 7 clés, donc 7 aptitudes qui peuvent permettre d'envisager un leadership efficient. D'où le titre. Pauvreté et misère, point d'interrogation. Le point d'interrogation veut dire, je questionne pourquoi autant de pauvreté. Oui. Et je suggère que, avec les 7 clés, on peut envisager un leadership efficient. Alors, et pourquoi ce chiffre 7? Quelle est la symbolique du chiffre 7? Vous auriez pu choisir un autre. Oui, en effet, je sais que la plupart d'auteurs qui adressent des applications de développement personnel parlent de cette clé, de cette aptitude. Ce n'est pas un mimétisme, le chiffre 7 sur moi. Je dis encore une fois de plus, j'ai fait une étude où il fallait 7 clés. Pas 6, pas 8, il fallait 7 clés. Mais je me rends compte aussi qu'il y a une coïncidence avec le chiffre 7. Oui. Un peu comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la chapelle Sixtine au Vatican, les 52 semaines de l'année, les 7 jours de la semaine. Donc, je dis encore une fois de plus, le chiffre 7 concernant ce livre a été à la limite imposé par l'étude qui est adossée sur 7 clés. Voilà un peu pourquoi est-ce que le chiffre 7 a été utilisé dans ce livre. Absolument. Alors, et justement, et vous évoquez également quelques références au Coran. Vous prenez également des références bibliques, le 7e ciel, ainsi de suite, pour justifier effectivement le choix du chiffre 7. Tout à fait. Alors, quand on lit votre livre, on a le sentiment que vous faites un lien entre le leadership et la foi. Alors, et quelle est la corrélation que vous faites entre foi et leadership? Cette étude a démontré que sur les 7 clés que je vais d'ailleurs nommer, l'autodiscipline qui est la première clé, l'étude a attribué à cette clé 22 points sur... On va revenir chacune de ces clés. Restons sur la question de la foi, parce que de bout en bout, du début jusqu'à la fin de votre livre, ça c'est quelque chose qui revient. C'est vrai que ça fait partie d'une clé, mais c'est quelque chose qui se perçoit tout au long de votre développement. C'est-à-dire que on a le sentiment que vous voulez expliquer qu'il n'y a pas de leadership possible, vous le dites d'ailleurs, sans la foi. Non, je dis non. Oui. Non. Oui. La foi fait partie des clés qu'il faut. Et j'ai dit que la notation que je fais des clés, les notes qui ont été attribuées, donnent l'importance. C'est ça qui donne l'importance. Tout à fait. Dans cette démarche, l'étude qui a été faite montre que la clé la plus importante relativement au leadership, c'est l'autodiscipline. Absolument. La deuxième, la plus importante, c'est l'humilité. Donc pour nous, la foi fait partie du package de clés, tout à fait. Mais ce n'est pas la plus indispensable. Bien évidemment, il faut de la foi. Dans un leadership, il faut croire en ce que vous voulez faire, mais ce n'est pas la plus indispensable. Ça, c'est mon avis. Oui. L'avis de donc la foi dont vous parlez n'a rien à voir avec la croyance. Non, la foi, c'est avec la croyance. Il n'y a pas de foi sans la croyance en l'éternel. Je l'ai dit d'ailleurs dans le livre. Tout à fait. Il faut la croyance en l'éternel. La foi doit être adossée à la croyance en l'éternel. Oui. C'est vrai, on peut avoir la croyance en soi, mais la croyance d'abord en l'éternel. Est-ce que vous pensez qu'il y a un leadership, qu'on peut être un leader en étant athée, par exemple? Non, je ne peux pas. Je dois répondre de manière laconique. Il n'y a pas de leadership en étant athée. Non, je peux le dire. Je suis laconique pour le dire. Parce que tout vient de Dieu. Nous sommes ses créatures. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs dire qu'on peut se mettre en dehors de ça pour espérer un leadership? Non, je trouve cela comme une espèce d'ingratitude. Parce que le souffle de vie que nous recevons tous les jours, il nous est donné gracieusement. Et ce détenteur suprême de ceci, il peut l'enlever. Quand vous enlevez votre cheveu, vous allez faire quoi après? On dépend de l'Éternel. On dépend de lui. Tout commence par lui. Oui. Comment définissez-vous le leadership? C'est quoi un leader? Le leader, c'est un dirigeant déjà. Mais c'est plus qu'un dirigeant.
Un leader a une vision. Mais pour comprendre bien ces définitions, c'est mieux qu'on traduise en anglais. Parce qu'en anglais, on parle de lead et rule. Lead, c'est quelqu'un qui a un chemin, il a une vision, il va quelque part. Donc la différence est fondamentale entre un leader et un dirigeant. Bien plus, un leader est impactant. Il impacte positivement les gens. C'est un modèle. Alors qu'un dirigeant, peut-être que je suis un peu harsh en me disant, un dirigeant, c'est un peu comme ce genre de personnes qui gèrent les affaires courantes. Donc pour moi, un leader, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui se donne des objectifs à atteindre. Et il est déterminé à atteindre ces objectifs. Voilà la différence fondamentale pour moi entre un leader et un dirigeant. Un dirigeant, c'est un dirigeant, je me répète un peu, mais pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et vous citez justement Bob Marley qui disait que le leader, c'est quelqu'un qui qui a un impact sur les autres. Voilà. C'est les gens autour de lui. Voilà. Ça veut dire, si on vous comprend bien, on peut être un dirigeant sans être forcément un leader. Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, c'est clair. On peut être un dirigeant sans être leader. Ouais. Alors, explorons, si vous le voulez bien, votre livre, Les clés pour un leadership efficient dont vous parlez. Et dans la chronologie de ces clés-là, la première clé, c'est l'intelligence. Et pourtant, ce n'est pas cette clé-là qui a le plus de points. Alors donc, l'intelligence n'est pas ce qui est essentiel pour devenir leader. Expliquez-nous ça. Oui, je ne sais pas si c'est une explication que je donne. Je dis que c'est une étude qui a été faite dans le cadre de... Expliquez-nous l'étude. L'étude, c'est... J'ai fait une étude qui avait pour but de classer les études, les 7 clés, par ordre d'importance. Je dois déjà dire que ces 7 clés, chacune est une donneuse et receveuse d'énergie. Quelles sont les clés qui donnent plus d'énergie? Quelles sont celles qui reçoivent plus d'énergie des autres? Donc, c'est quand je fais cette étude-là, qui permet donc de voir qu'en réalité, la clé intelligence est la plus nécessiteuse. Oui. C'est pour ça qu'elle vient en dernière position. Elle a 7 points sur 100, parce que toutes les clés ont un package de 100 points, mais l'intelligence en 7 points. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence n'est pas importante. Non, je n'ai pas dit ça. Oui. Mais je dis seulement que pour qu'une intelligence soit exponentielle, qu'elle soit optimale, elle doit être appuyée, fondée sur les 2 principales clés que sont l'autodiscipline et l'humilité, qui sont les clés majeures pour prétendre à un leadership. Oui. Alors, et vous dites, et je vous cite, que de l'intelligence à ne pas confondre avec l'exclusive instruction sanctionnée par l'obtention d'un diplôme. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Expliquez-nous ça. Oui. Les gens ont l'impression que l'intelligence, c'est avoir des... Non. L'intelligence, c'est une capacité de s'adapter. C'est une capacité d'appréhender. Il y a des gens qui sont jamais allés à l'école, jamais, mais qui sont d'une très grande intelligence. Mais ils sont d'une grande intelligence parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont très autodisciplinés et humbles. Parce qu'en fait, ce sont ces 2 clés-là qui alimentent l'intelligence. L'étude l'a démontré. C'est-à-dire que, si vous voyez dans l'étude, la clé a besoin d'autodiscipline, elle a besoin d'humilité, elle a besoin de détermination, elle a besoin de générosité, elle a besoin de foi. De générosité de foi, pour être plus forte. Donc, c'est ça un peu le problème de l'intelligence. Donc, j'ai dit que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'école. Non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment, ça permet d'avoir des connaissances classiques, mais l'intelligence, dans son fondement, c'est beaucoup plus des capacités à pouvoir résoudre des problèmes, à pouvoir appréhender des situations pour apporter des solutions. Donc, ça va au-delà de la simple formation diplômante? Non, bien évidemment. Ça va bien au-delà de ça. Ouais. Alors, votre deuxième clé, c'est l'autodiscipline, qui a une importance, peut-être que vous l'expliquiez tout à l'heure. Oui. Alors, comment est-ce que vous définissez l'autodiscipline? Comment vous caractérisez l'autodiscipline? L'autodiscipline, déjà, c'est une espèce de violence sur soi-même. Oui. C'est une permanence de violence sur soi-même. Je prends un cas simple. Si vous êtes addictif de boisson, vous devez vous violenter pour arrêter la boisson. Prenons par exemple le fait d'arriver à l'heure. L'autodiscipline, c'est pas une aptitude qu'on apprend à l'école, qu'on vous inculque. C'est vous-même qui vous donnez cette aptitude-là. C'est pour ça qu'elle est très difficile à acquérir. Oui. Parce que ce n'est pas une aptitude qu'on vous donne à l'école. Ce n'est pas comme un vaccin qu'on vous donne pour que vous soyez autodiscipliné. C'est quelque chose de très, très personnel. C'est très personnel. Qu'on s'impose à soi-même. Qu'on s'impose à soi-même.
C'est pour ça qu'elle est la première clé, la plus difficile. Non, je crois que je devais déjà dire que, permettez-moi de le dire, que relativement au leadership, il n'y a pas de réussite possible. Réussite à durée éventuellement indéterminée, sans ces deux principales clés qui sont l'autodiscipline et l'humilité. Il n'y en a pas. Oui. J'explique encore, une réussite à durée éventuellement indéterminée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une réussite ponctuelle. Ponctuelle. Mais tant que vous n'êtes pas autodiscipliné, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. C'est Voilà. ça? Je pense que je vais m'expliquer bien. Allez-y. La plupart des personnes qui sont arrivées au sommet d'une pyramide sociale, les deux béquilles qu'elles ont utilisées, c'est l'autodiscipline et l'humilité. La plupart. Les sportifs vont vous le dire. Mais malheureusement, quand les gens arrivent au sommet de la pyramide, ils abandonnent une des clés. Et c'est pour ça que vous comprenez que beaucoup de gens qui ont échoué, qui étaient des gloires, qui étaient fortunés, après ils sont redescendus au bas de la pyramide sociale, ces personnes ont abandonné l'une des clés, et tout souvent les deux clés. Oui. Donc la déchéance de beaucoup de personnes qui ont été des gloires, des sommités, vient du fait qu'à un moment donné, elles ont abandonné l'autodiscipline et l'humilité. Oui. Maintenant, je crois que je vais le dire, ce n'est pas une fixation. Je le dis, il n'y a pas de réel développement possible d'un pays, notamment un réel épanouissement de la large majorité des populations d'un pays, si l'élite au sommet de la pyramide sociale, je l'ai dit dans le RIP, notamment au sommet du premier tiers de la pyramide sociale, cette élite ne se distingue pas par une infaillible autodiscipline et une exceptionnelle humilité. Oui. C'est-à-dire que pour vous, l'autodiscipline s'applique non seulement à l'échelle individuelle, mais également à un niveau étatique. Non, étatique, ce n'est pas le mot. Oui. Relativement au leadership. Oui. C'est tout à fait relativement au leadership. Oui. Donc, j'ai dit que, parce que dans un pays, ceux qui sont au sommet, c'est la crème. C'est la crème. En principe. Non, c'est la crème qui doit être au sommet d'un pays. C'est la crème qui doit être au sommet d'un pays. C'est pour ça que, vous voyez, dans certains pays où, de fois, des gens qui se trouvent à ce niveau ne sont pas à ce niveau, n'ont pas leur place à ce niveau. Je vais utiliser un mot qui peut choquer, qui peut déranger. Allez-y, ne vous gênez pas. Je les appelle des rébus. Oui. Si vous mettez, par exemple, au sommet d'une pyramide, d'un État, je parle d'un État, des gens qui ont un appétit surdimensionné, vous voyez bien que ce sera un problème. C'est comme quelqu'un qui mange sur une table et que rien ne tombe par terre pour les autres. Donc, l'autodiscipline amène les gens à taire un peu leur ego, ça c'est l'humilité, à taire un peu leur appétit, à sortir de toutes les tares. La crème est réservée pour des gens qui sont comme des lumières. Donc, je crois que je dois d'abord dire que c'est dans ce livre, je crois que si vous me permettez de lire, dans ce livre relativement à l'autodiscipline, je crois que je vais trouver la page, voilà, l'autodiscipline. Vous me permettez de lire en anglais. Discipline means just that, discipline. And not many people are able to discipline themselves. Je vais traduire en français. Très peu de personnes sont capables de se s'autodiscipliner. Donc, les gens qui sont capables de se discipliner elles-mêmes, c'est des élites. Donc, arrêtez, les gens qui ne sont pas capables de se discipliner eux-mêmes n'ont pas leur place au sommet d'une pyramide. C'est comme les gens qui ne sont pas capables de taire leur ego. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour caractériser un peu ce manque d'autodiscipline à un niveau beaucoup plus élevé qui ne soit pas individuel? C'est-à-dire que comment est-ce que vous caractérisez l'absence d'autodiscipline dans la marche, par exemple, des affaires de la République? Bon, je donne par exemple un exemple. Oui. Regardez par exemple un problème comme la qualité de la dépense dans un pays. On claironne ça beaucoup, hein, la qualité de la dépense, mais quand vous voyez des fois des États qui ont des trains de vie qui très souvent ne sont pas compatibles à leur niveau réel de revenus. Oui. C'est déjà un problème. Tout à fait. C'est un problème. Et ça, c'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Par exemple, savoir gérer l'argent, c'est un problème de discipline. Moi, je connais des gens qui ne peuvent pas vous dire exactement ce qu'ils dépensent par semaine. Oui. Ce qu'ils dépensent même par mois, ils ne peuvent pas vous le dire. Je l'ai dit dans ce livre que poser la question à des argentiers de certains pays, notamment des pays où la pauvreté continue à sévir. Quelles sont les rentrées et les sorties et entrées d'argent dans les caisses de l'État?
j'ai peur que ce soit une question rouge, que beaucoup ne vont pas parvenir, ne seront pas prêts à répondre. Voilà. Mais pour moi, ce serait une question rouge. C'est-à-dire qu'il y a une absence de rigueur. C'est une absence de rigueur. Oh, la rigueur, c'est un pan de l'autodiscipline. C'est un pan de l'autodiscipline. Donc, c'est pour dire que l'autodiscipline et l'humilité, ce sont les deux clés majeures qui peuvent permettre à quelqu'un d'être éligible au cercle restreint des leaders. Voilà un peu en résumé. Oui, on va parler de l'humilité voilà. Tout à l'heure, on va évoluer. Donc, la troisième clé que vous citez, c'est la capacité de travail. Alors, et vous dites à ce sujet que c'est, je vous cite, le seul et unique outil de production de richesse. Voilà. Non, vous me permettez encore une fois de plus de lire. Hein. Je vous en prie. La pauvreté, c'est une absence de travail. Et je dis à nous autres, parce que je fais parmi les pauvres, que ceux qui veulent sortir de la pauvreté, il faut qu'ils travaillent tout simplement. Il y a un homme politique dans un pays que je ne nomme pas qui disait « travailler plus pour gagner plus ». Vous ne travaillez pas plus, vous ne pouvez pas gagner plus. Mais je préfère revenir dans ce livre pour évoquer un peu relativement au travail. La pauvreté est la fille aînée de la paresse. Oui. Bien plus, Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, dit ceci, la paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Oui. Donc, pour dire que la plupart des gens qui sont dans la pauvreté, qui passent le temps à jouer les victimes, parce qu'il y a tel qui m'a empêché de faire ceci. Non, ce n'est pas le cas. Et j'ai dit aux gens qui sont pauvres comme moi, parce que moi, je fais encore partie de cette catégorie. Non, je le dis avec beaucoup de sincérité. Parce que la pauvreté, c'est quoi? C'est d'abord la précarité. Aujourd'hui, je suis capable de porter, être dans une belle maison. Est-ce que je suis capable de me rassurer que mes enfants vont continuer à rester dans cette belle maison? C'est ça le problème. Or, il y a des familles qui sont sorties complètement de la pauvreté. Et parce que j'ai dit, dans ces familles, les gens ont porté comme sur les deux colliers, sur les deux poignets, l'autodiscipline et l'humilité. Si vous n'avez pas ces deux colliers, vous ne pouvez pas durablement rester dans une zone de confort. Vous avez beaucoup de chances de retomber dans la pauvreté. Absolument. Voilà ce que j'ai dit. Alors, vous citez il y a pas mal de citations assez succulentes sur la question du travail dans cet ouvrage-là qui mérite le détour. Il y en a une là qui m'a personnellement fait plaisir. Elle est de Margaret Thatcher qui dit « Je ne connais personne qui soit arrivé au sommet sans travailler dur. C'est la recette. Cela ne vous mènera pas toujours au sommet, mais devrait vous rapprocher assez près. » Ça, c'est fort, ça, quand même, non? Non, disons que... C'est vous qui le dites. Non, en fait, dans ce livre, je l'ai dit dans l'avant-propos que j'ai mis à contribution de grands esprits. Margaret Thatcher fait partie des grands esprits. Tout à fait. Et je dis quelque part qu'un pays ne peut pas valablement se développer si à un moment donné, dans sa gouvernance au sommet, il n'y a pas de grands esprits. Oui. Il faut des grands esprits. Et ces grands esprits, je continue à dire, c'est des gens qui ont deux clés principales qu'ils portent. C'est l'autodiscipline et l'humilité. Parce qu'en fait, c'est l'autodiscipline qui alimente la capacité de travail. Si vous n'êtes pas autodiscipliné, vous n'avez pas de capacité de travail. Tout à fait. Et si vous n'êtes pas humble, vous n'avez pas de capacité de travail. Il y a des gens qui, par orgueil, refusent de travailler. Ces gens, c'est Blaise Pascal qui disait « pas paresse ». Donc, l'absence de travail, l'absence de capacité de travail, c'est un peu l'absence d'autodiscipline. Et c'est pour ça que je dis... C'est lié. C'est lié, c'est lié. Oui. Alors, et cette valeur de travail dont vous parlez dans ce livre, la troisième clé, interpelle énormément la jeunesse de notre pays, non? Où on a le sentiment que les valeurs de travail ne sont plus ce qu'on met en avant, on cherche toujours des raccourcis et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé et a justifié également cette étude, cette analyse de la clé valeur du travail? Non, M. Jabuton, j'aimerais dire quelque chose. Oui, allez-y. Ce livre, je ne l'ai pas écrit pour mon pays, pour les jeunes de mon pays. J'interpelle les Africains. Notamment les pays où la pauvreté et la misère continuent à être une denrée qui se partage facilement. Absolument. Et je dis aux jeunes, ceux qui sont dans ces logiciels, dans cette situation de pauvreté ou de misère, si vous avez un problème, si vous voulez sortir de là, s'il y a 100 unités à mettre dans le paquet pour sortir de votre problème, vous devez mettre 70 et attendre 30.
N'attendez pas qu'on apporte 70 et que vous apportez 30. Donc, les valeurs de travail, pour ceux qui veulent sortir de la pauvreté, il faut des valeurs. Mais je continue à dire que la capacité de travail est suscitée par l'autodiscipline. Il faut d'abord être autodiscipliné pour travailler. Ça, vous l'avez dit. Voilà. Ça, vous l'avez dit. Nous sommes maintenant sur le travail et vous évoquez justement cette conception que certains ont qui estiment que le leadership, c'est une affaire d'initié, alors qu'il faut travailler. Oui. Pas de l'autodiscipline, être humble, comme vous l'expliquez. Non, relativement à ceux qui estiment que pour porter un prestigieux leadership, il faut être un initié. Non. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de problème avec les initiés. Hein. Non. Mais je continue à dire que pour être un leader, il y a des aptitudes qu'il faut avoir. Et ces aptitudes, c'est de l'autodiscipline et de l'humilité. Oui. Voilà ce que j'ai dit. Et je continue même à dire que ceux qui sont tentés par ces cercles, qui sont des cercles élitistes, où on apprend beaucoup de choses relativement au leadership, il faut faire attention. Il y a beaucoup de disciplines dans ces milieux-là. Hein? Oui, mais il y a une différence fondamentale. Dans ces milieux, on discipline les gens, mais est-ce que ces gens sont autodisciplinés? C'est la différence. C'est toute la question. C'est toute la question. Oui. Et je l'ai dit, je ne suis pas sûr que la plupart sont autodisciplinés. Oui. Pour être discipliné, oui, dans ces milieux, on discipline. C'est comme à l'école. Oui. C'est comme dans les casernes militaires, on discipline les gens. Mais je ne suis pas sûr que pour la plupart, ces personnes sont autodisciplinées. Voilà ce que je dis. Oui. C'est pour que je dis aux gens que vous courez vers ceux qui ont des côtés positifs, mais si vous y allez pour chercher de l'autodiscipline, non, ce n'est pas la bonne voie. L'autodiscipline, c'est vous-même qui vous forgez pour être autodiscipliné. Vous vous imposez une autodiscipline. Voilà. Alors, pour un leadership, dites-vous, et je vous cite, la grande capacité de travail consiste à mettre celles et ceux sous sa responsabilité au travail de gré ou de force. Oui. Ça paraît martial, hein, tel que c'est dit. C'est martial. C'est assez martial quand même. Mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis prêt à payer le droit d'auteur pour celui qui a sorti cette phrase dans un pays que je ne cite pas. Non, la capacité de travail d'un leader, c'est sa capacité à mettre celles et ceux, je reprends la phrase, hein, au travail de gré ou de force. Monsieur Jean-Benoît Tagné, moi j'ai eu le privilège de voyager beaucoup. Je suis allé dans certains pays. Je suis dans un pays, je suis dans un hôtel, je m'installe. La servante me dit, Monsieur Henlen, dans cet hôtel, on sert le petit déjeuner entre 8h et 9h. Ouais. Si vous venez à 9h05, il n'y a plus rien à manger. Vous n'avez pas de petit déjeuner. On sert encore à 12h. Voilà une manière de mettre les gens au travail de gré ou de force. Parce qu'un pays où on laisse les gens aller dans les restaurants, les gens travaillent à quel moment? C'est ça, c'est la manière de mettre les gens au travail. Les bars sont ouverts à 6h du matin. Non, les bars sont ouverts à 6h du matin. Et referment à X heures. Vous voyez des pays où il y a des gargotes en face des administrations. Les gens qui devaient être dans ces bureaux, ils sont plutôt dans les gargotes. Non. La capacité de travail d'un leader, c'est mettre les gens au travail de gré ou de force. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, votre quatrième... C'est martial, hein, oui. Mais je dis, c'est la règle. C'est la règle. Alors, votre quatrième clé, c'est la générosité. Et là, vous êtes... c'est vraiment quelque chose que vous trouvez aussi important que l'autodiscipline, voilà. La générosité. Alors, c'est quoi la générosité? Comment vous l'entendez, la générosité? La générosité, c'est cette capacité à donner aux autres. Oui. C'est ça. Mais ce qu'on donne aux autres d'abord, c'est pas de l'argent, c'est pas la nourriture. C'est d'abord la bienveillance. C'est la bienveillance qu'on donne déjà aux autres. Et c'est pour ça que je dis encore dans ce livre que pour être généreux, vous avez besoin d'humilité. Parce que c'est votre humilité qui vous amène à comprendre que vous êtes petit. Vous mettez à la place de celui qui est nécessité et votre degré de compassion vous amène à l'aider. Donc, cette étude démontre que c'est quand on est humble, très humble, qu'on est suscité par une compassion qui amène à aider les autres. C'est parce que vous comprenez bien. Je comprends. Donc voilà. Donc maintenant, parlant de la générosité, je crois que la générosité, comme je dis, c'est pas de jouer les sapeurs-pompiers. C'est quand il y a un problème que vous venez de résoudre. C'est anticiper sur les problèmes des gens. C'est-à-dire que vous vous souciez, il y a un problème ici, je vais le résoudre avant. Mais si vous attendez que les gens soient dans le problème pour venir résoudre le problème, ce n'est pas la générosité. Voilà ce que j'ai dit. Oui. Voilà. Alors, dans ce cas, il va falloir quand même faire
attention à ce qu'on pourrait qualifier de narcissisme philanthropique. C'est Alain Finkielkraut qui disait que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme. À quel moment fait-on la différence entre une générosité qui a une tendance, disons, marketing et une véritable générosité? Voilà, c'est une belle question. Une véritable générosité est suscitée par la compassion. La véritable générosité est suscitée par la compassion. Et la compassion vient de l'humilité. Oui. Voilà ce que je dis. Mais je crois que dans cette citation, j'ai parlé de la générosité, pour éradiquer l'égoïsme, qui est à l'origine des guerres et des désastres, qui menacent la disparition de l'humanité. Voilà ce que j'ai dit. Et ça, je reviens, vous allez me permettre de raconter une histoire qui m'est propre. Moi, j'étais tout petit. Ma maman était une vendeuse de beignets. À l'époque, nous, on allait à l'école le matin ou le soir. Mais quand je reviens à midi, je trouve que la maman n'a pas encore fini le repas. Et moi, je me mets à piaffer. Le repas n'est pas prêt. C'est ce que ma maman me disait? Non. Je vais dire ça en bassa. Amosi, Hunba, Njal, Yesi, Kon. Alors, qui veut dire? En bassa, en français, ça veut dire que quoi? Amosi, sois patient. La maladie, la famine est une petite maladie. Donc, la famine, c'est une petite maladie. Comme la pauvreté et la misère. Et c'est pour ça que je suis un peu embêté. Qu'aujourd'hui, la plupart de personnes pas celles qui dirigent le monde, hein, celles qui sont relativement fortunées par la grâce du Seigneur, comment on ne parvient pas à soigner les petites maladies, comme la famine, mais on met autant d'argent dans la lutte contre le cancer, le Covid tout récemment et autres. Donc, et tout ça pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans la compassion des autres. Moi, je connais des cas des enfants, petits enfants, 2 ans. Ces enfants n'ont jamais vu un pot de yaourt. C'est quand même un désastre. Alors qu'à côté, il y a des gens extrêmement fortunés. Bon, je crois que je ne vais pas attaquer ceux qui sont fortunés. C'est une grâce pour eux, c'est plus grave. On ne les attaque pas, mais on observe. Je profite de ce plateau pour susciter et demander à ceux-là que Dieu a béni abondamment de faire plus de générosité, plus de compassion. Parce qu'il faut d'abord la compassion avant la générosité. Plus de compassion, notamment vis-à-vis de ceux qui sont dans la nécessité. Et vous parlez de la générosité institutionnelle. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas très, très courant sous nos latitudes, non? Je me trompe? Oui, je crois que je l'ai dit quelque part dans le livre que s'enrichir, c'est appauvrir les autres. Absolument. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des aptitudes pour travailler très dur et gagner. Mais sauf que l'égoïsme est dans l'ADN de beaucoup de personnes. Vous ou moi, on a de l'égoïsme en nous. Oui. Mais il faut qu'on le... C'est humain. C'est humain. Il faut qu'on travaille pour qu'on le sorte de nous-mêmes. Parce que je dis qu'un leader, c'est une lumière qui brille pour les autres. Dans les pays développés, le problème a été relativement résolu. Parce que dans ce pays, l'État qui régule prend suffisamment chez ceux qui sont aptes, ceux qui sont beaucoup plus enclins à chercher, à cumuler, pour redistribuer. Oui. C'est pour ça que je dis donc que celui qui a eu les capacités de prendre, donc d'appauvrir les autres, il a l'obligation de redistribuer. Mais comme beaucoup de gens ne sont pas enclins à redistribuer de leur propre gré, oui. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin dans nos pays où la pauvreté continue à sévir, de la générosité institutionnelle, où l'État doit prendre, c'est les plus nantis, pour redistribuer aux plus nécessiteux. Oui. Alors, la générosité, par opposition à l'égoïsme, comment est-ce que on peut réussir, qu'est-ce qui peut faire que les gens deviennent un peu plus généreux? Comment vous pensez que on puisse pousser les gens à faire preuve d'un peu plus de générosité? On ne peut pas. Au-delà de cette générosité institutionnelle qui est imposée par l'État, alors à titre individuel, comment est-ce qu'on pourrait travailler ça? C'est une bonne question. Oui. On ne peut pas vous faire un vaccin pour que vous deveniez généreux. Oui, il n'y a pas de vaccin pour ça. C'est compliqué. C'est une équation personnelle. C'est quand vous êtes humble, vous êtes dans l'humilité. Vous vous mettez à la place de celui qui est nécessiteux. Donc vous avez la compassion pour lui et vous devenez généreux.
il y a quand même une accumulation un peu compulsive des biens matériels et tout cela. C'est aussi un problème. Dans un environnement de grande pauvreté, on pourrait penser à un peu plus de solidarité quand même, non? Oui, bon, ça également, c'est un problème. Oui. C'est un vrai problème, les gens qui accumulent. Oui. Et ça également, vous allez me donner le temps de lire un peu. Là, je vais rentrer dans l'ancienne Écriture pour dire un peu relativement à ceux qui cumulent, hein, ceux qui cumulent, oui. Pour leur dire que ce n'est pas opportun de cumuler. Là, je vais lire dans la Bible, le 15e verset de la deuxième lettre de Saint Paul. Une fois de suite, je vais lire en anglais. As the scripture says, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Je vais te dire en français. Ceux qui accumulent beaucoup n'auront jamais beaucoup. Ceux qui accumulent peu auront toujours le peu qu'il leur faut pour continuer à vivre normalement. Donc, ça ne sert à rien d'accumuler. Est-ce que vu comme ça, on ne pourrait pas penser que vous criminalisez un peu la réussite sociale? Non, je ne criminalise pas la réussite. Ce serait le comble que de s'excuser d'être fortuné, d'avoir... Non, surtout si je n'accuse pas les fortunés. Surtout si c'est licite. Non, je n'accuse pas les fortunés. Puis, tout au contraire, c'est des bénis de l'Éternel. Oui. Parce que toute fortune est une bénédiction de l'Éternel. C'est lui qui donne son OK pour que vous deveniez riche. Il n'y a que lui qui donne le OK. Quels que soient les moyens que vous avez utilisés pour avoir cette fortune. Mais je dis ceci, vous devez la redistribuer. Et c'est pour ça que je dis, n'accumulez pas, redistribuez. Là, vous voyez quand quelqu'un meurt, vous voyez comment il part? Vous partez avec rien. Vous partez avec rien. Et c'est pour ça qu'on dit, les Saintes Écritures sont claires. Celui qui accumule n'aura jamais assez. Celui qui n'accumule pas aura toujours le peu dont il a besoin. Alors, on a observé également, j'ai observé en lisant votre livre qu'il y a des parties que vous citez en anglais et d'autres en français. Pourquoi ce choix-là, alors que vous auriez pu faire immédiatement la traduction comme vous le faites? Pourquoi ce choix? J'espère que ma réponse ne va pas faire une polémique. Bon, non, on n'a pas peur des polémiques de toute façon. Ma réponse ne fera pas une polémique. Moi, j'ai eu de modestes privilèges, parce qu'en fait, c'est un privilège de lire totalement la Bible, 2 fois en français, la version en français. Oui. Mais quand j'ai pris sur moi de me mettre en anglais, là, c'est quand je suis déjà en retraité et je voulais doper mes capacités dans tout ce que je faisais. Je me suis dit la Bible en anglais. J'ai fait donc un constat. C'est un constat. J'ai dit que je ne veux pas faire une polémique. Que vous avez des versets en anglais, dans les versions en anglais, qui sont pas à l'opposé. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pour moi, la version qui me convient, c'est la version en anglais. C'est pour ça que j'ai préféré, dans ce livre, mettre les versions en anglais. En plus, je suis dans un pays camerounais, et je crois que c'est une manière pour moi encore de faire la promotion du bilinguisme. Demandez aux jeunes Camerounais que vous devez apprendre l'anglais. Il vous serait utile en temps opportun. Absolument. Voilà. Donc, et votre 5e clé, l'humilité, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est essentielle à côté de l'autodiscipline. Alors, l'humilité, c'est quoi l'humilité? Comment vous qualifiez cette humilité-là? Je crois que j'ai déjà fait la définition, mais je vais la répéter. Reprenons. L'humilité, c'est cette aptitude et cette manière de se sentir petit. C'est ça l'humilité. C'est ça, se sentir petit. Devenir petit. Quelle que soit votre grandeur, vous devez vous sentir petit. Là, vous êtes humble. Oui. C'est pas ce qu'on peut dire. Mais peut-être pour revenir sur l'humilité, je crois que je vais essayer de lire un passage qui va essayer de faire comprendre aux uns aux autres. J'ai dit que dans ce livre, je l'ai dit au départ, que ceux qui seront un peu gênés, que je fais référence aux Saintes Écritures, que je sois pardonné, que je sois excusé par rapport à ça. Mais je dis une chose, il faut que je le dise. Le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Ce n'est pas un livre pour les chrétiens. Ce n'est pas un livre pour les juifs. C'est un livre pour tout le monde. Je dis aux jeunes, lisez la Bible. Lisez. Vous allez vous cultiver. Relativement à l'humilité, que j'appelle la sublime vertu, voilà ce que dit dans Ecclésiastique, chapitre 10, versets 14 à 15. Je lis toujours en anglais. The Lord has overthrown kings and put humble people in their place. Donc, l'Éternel a renversé les rois et a mis à leur place les gens plus humbles. Deuxième verset. The Lord has pulled up nation by roots
and establish humble ones in their place. Le Seigneur a déraciné les nations qui étaient puissantes. Il a mis à leur place des nations plus humbles. En quoi l'humilité est quelque chose d'essentiel pour un leader? Malheureusement, je vais encore revenir sur l'étude qui a été faite dans ce livre. J'ai fait une classification. Les deux clés majeures en termes de nombre de points, c'est l'humilité, l'autodiscipline qui a 22 points sur 100 et l'humilité qui a 19 points sur 100. Oui. Et je dis ceci, ce sont ces deux clés qui sont des donneuses d'énergie aux autres clés. Je l'ai dit aujourd'hui, oui. Vous ne pouvez pas être hyper intelligent si vous n'êtes pas humble, si vous n'êtes pas humble autodiscipliné. Vous ne pouvez pas. Oui. Quel que soit votre bagage de parchemin. Et en quoi cette humilité-là est essentielle chez un leader? Mais elle est... Parce que je crois qu'il y a une phrase de Nietzsche qui l'a dit. Celui qui connaît commander trouve ceux qui vont obéir. C'est l'humilité. C'est les clés. Pour commander les gens, il faut être d'une grande humilité. Il faut nous montrer un exemple d'autodiscipline. Je prends un cas simple. Vous êtes un responsable d'une administration. Vous appelez une réunion à midi. Mais c'est vous qui venez à 14 heures. Est-ce que vous avez un profil de leader? Non. Je préfère ne pas répondre à la question. Que les gens répondent à la question. Oui. Oui. Voilà. Alors, sur la question de l'humilité, il y a un passage que j'aime bien dans votre ouvrage, lorsque vous citez Mohamed Ali, grand boxeur, qui a fini avec Alzheimer, et qui dit qu'il pense que c'est Dieu qui lui a donné Alzheimer pour lui rappeler qu'il n'est qu'un humain. Voilà. Ça, c'est fort, ça. Non, monsieur Jabi, je vous ai dit que j'ai, dans ce livre, pris sur moi de citer les grands esprits. Et Mohamed Ali fait partie des grands esprits de notre monde contemporain. Ouais. Ce monsieur a montré qu'il n'était rien. Il n'est qu'un humain. C'est de l'humilité. C'est la preuve de son humilité. Et c'est ce que je demande à tout le monde. Ceux qui sont au sommet d'une pyramide sociale, dites-vous bien que vous n'êtes rien. Et c'est ça qui va même faire votre admiration. Les gens vous admirez pour cela. Mais dès l'instant que vous entrez dans la condescendance, vous avez convaincu que vous avez la science infuse, la prétention, vous n'êtes plus qualifié dans le cercle restreint des leaders. Vous n'êtes plus qualifié. Parce que le leader, fondamentalement, c'est quelqu'un de courtois, de poli, d'une très grande humilité. Et j'ajoute d'une très grande autodiscipline. Il n'y a pas de leadership possible sans autodiscipline et humilité. Il faut que j'insiste sur cela. Il n'y a pas. C'est une étude qu'il a démontrée dans ce livre, ce n'est pas moi. Ce n'est pas quelque chose que j'affirme comme ça. Je vous ai dit, avant qu'on ne commence cette émission, que je suis prêt à solliciter notre émission pour que j'explique en détail, parce qu'on n'aura pas le temps d'expliquer en détail l'étude qui est dans ce livre. Voilà. Alors, s'agissant de la détermination, une autre clé, alors, qu'est-ce que vous entendez par la détermination? Comment vous expliquez ça comme qualité chez un leader, la détermination? Voilà. La détermination, c'est l'obsession. Oui. Vous vous fixez un objectif, vous devez l'atteindre. Elle est importante. Sans détermination, on ne peut rien. Mais une fois de plus, je vais encore lier la détermination avec les deux clés. Vous ne pouvez pas être déterminé si vous n'êtes pas autodiscipliné. Je prends un cas simple. Vous devez aller à un rendez-vous, on vous attend pour un job que vous quittez chez vous à 8 heures. Le rendez-vous a lieu à midi. Mais en partant de chez vous, vous arrivez quelque part en route, vous trouvez une scène de ménage quelque part, vous vous arrêtez. Vous arrivez en retard au rendez-vous. On vous dit, monsieur, vous n'êtes pas éligible parce que vous n'êtes pas à l'heure. Oui. C'est l'autodiscipline qui vous a manqué. Vous vous êtes distrait en route. Donc, j'ai dit, l'autodiscipline, c'est une qualité majeure pour prétendre à un leadership. Les deux clés qui sont l'autodiscipline et l'humilité, c'est des qualités majeures. Vous voyez donc, pour être autodiscipliné, pour être déterminé, vous avez besoin d'autodiscipline. Vous avez même besoin d'humilité pour être déterminé. Je prends un autre exemple. Je suis venu là. Je vous attends. Vous me faites attendre. J'ai la détermination de vous voir. Mais après, je me dis, ah non, je suis quand même monsieur en laine, je suis un ancien fonctionnaire, on ne peut pas me faire attendre. Oui. C'est un manque d'humilité, je pars. Qui perd? C'est pas moi. C'est moi qui voulais vous voir. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas être déterminé si vous n'êtes pas humble.
Dans la préface de votre ouvrage, votre préfacier fait un développement assez intéressant sur la question de la pauvreté qui frappe énormément les pays africains. Vous en avez parlé un tout petit peu au début de cette émission. Et le constat est là, c'est l'Afrique subsaharienne qui est la partie de la planète la plus touchée par la pauvreté, la misère. À quoi est-ce que vous l'attribuez? C'est une absence de leadership efficient. Je l'ai dit avant, peut-être que je suis allé très rapidement. Il n'y a pas de réel développement possible d'un pays. Par conséquent, un réel épanouissement possible de la grande majorité de ce pays. Si l'élite, au sommet de la pyramide, ne se distingue pas par une infaillible autodiscipline et une exceptionnelle humilité. Voilà la réponse. Dans la pauvreté dans nos pays, c'est un problème de leadership. Et c'est même sur le plan personnel, c'est la même chose. Si vous ne parvenez pas à vous régler vous-même, parce que vous ne pouvez pas aider les autres sans vous aider vous-même. Je parle de développement personnel dans ce livre. Oui, absolument. S'aider soi-même, c'est quoi? C'est faire une exploration intérieure de soi-même. Pour quel objectif? Pour découvrir vos tares. Parce qu'on les a. Dieu nous a créés avec des tares. L'objectif, donc, c'est de domestiquer ces tares comme un animal. Les transformer en valeur. Faire donc un paquet de toutes ces valeurs qui feront de vous une lumière. Parce qu'un leader, c'est une lumière. C'est comme dit le président, le père fondateur de la Turquie. J'oublie le nom, mais je peux lire le nom ici. Il dit, un leader, c'est comme une bougie qui se consomme pour éclairer les autres. Qui se consume. Qui se consume, voilà. Donc un leader, c'est celui-même qui est prêt à perdre sa vie. Pour les autres. Pour les autres, c'est ça un leader. Et en réalité, c'est ça qui manque à ce continent. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, ne bousculez pas les vieux, ne les bousculez pas. Laissez-les. Mais apprenez de leurs erreurs, capitalisez leurs erreurs, essayez donc de vous doper pour faire un saut qualitatif. On a besoin d'un saut qualitatif. Et ça ne va que se faire par la qualité des hommes. Alors, rassurez-moi et ceux qui nous écoutent, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est nullement une fatalité. Ça, je le dis de manière laconique. Ce n'est pas une fatalité. L'Afrique va sortir de là. La preuve, je vais vous lire une citation de Kwame Nkrumah. Oui. Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et à montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. C'est le père du panafricanisme qui l'a dit. Ça veut dire qu'il est convaincu que les Africains peuvent. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit des Africains qui sont préparés à assumer le leadership. Et moi, je fais modestement une proposition que pour aller vers le leadership, s'il vous plaît, porte deux clés. L'autodiscipline et l'humilité. C'est les clés indispensables pour prétendre à un quelconque leadership. Voilà ce que je dis. Alors, dans cet ouvrage, il y a énormément de schémas assez complexes et tout ça. Comment vous expliquez ces nombreux schémas auxquels vous avez recours dans votre livre? Il y en a énormément et tout, beaucoup de graphiques et tout. Expliquez-nous un peu ce qu'il y a derrière tous ces schémas qu'on voit tout au long de votre ouvrage. Il y en a énormément. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui. Non, c'est l'étude qui a permis de classer ces clés et qui a permis d'attribuer à l'autodiscipline la plus grande note et à l'intelligence, malheureusement, ça va intriguer quelques-uns, à l'intelligence la plus petite note. J'ai dit au départ que les 7 clés fonctionnent en synergie. C'est comme une équipe de 7 joueurs de handball. Et dans cette équipe, il y a des clés qui donnent plus de données aux autres et d'autres qui reçoivent moins. C'est-à-dire qu'il y a des clés qui sont aux avant-postes. Aux avant-postes. Les autres sont juste... Juste là. Oui. Donc, je vais prendre sur moi pour expliquer, par exemple, 2 connexions. J'ai dit dans cette étude, il y a ce qu'on appelle les connexions directes. C'est-à-dire, par exemple, la générosité donne à la capacité de travail. La capacité de travail donne aussi à la générosité. C'est une connexion en vase communicant. Je vais expliquer. Il faut que j'explique ça calmement. La générosité donne à la capacité de travail. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est parce que vous êtes généreux que vous travaillez pour aider les gens.
Est-ce qu'on se comprend très On bien? se comprend. Donc, la générosité donne de l'énergie à la capacité de travail. Il faut être généreux. La preuve, les gens qui sont selfish ne travaillent pas. La plupart des gens qui sont schistes, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ne veulent pas donner aux autres. Voilà le cas. Donc, quand vous trouvez quelqu'un qui est schiste en réalité, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner aux autres. Il estime que ce qu'il a, c'est bon pour lui. C'est des gens qui vivent une place, comme on dit dans un pays que je connais. Oui. Donc, mais quelqu'un qui veut donner aux autres va travailler. De même, la capacité de travail, la générosité, donne à la capacité de travail. Donc, en fait, c'est quand vous êtes... Non, la capacité de travail donne à la générosité. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous allez donner ce que vous n'avez pas. Que ce qu'on a. Il vous faut une capacité de travail pour donner. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation de vase communicant entre la capacité de travail et la générosité. Je vais jusqu'à une deuxième connexion directe entre l'humilité et la générosité. La vraie générosité est adossée sur l'humilité. Moi, je connais des gens pour vous donner un billet, pour vous aider, ils claironnent partout. Ce n'est pas la générosité, ça. Oui. C'est du narcissisme. Du narcissisme C'est philanthropique. Philanthropique. C'est vous qui avez sorti l'expression. Ce n'est pas la générosité, c'est autre chose. Il faut trouver un autre mot. Donc, la vraie générosité est adossée sur l'humilité. Dans le Saintes Écritures disent, si vous donnez quelque chose de la main droite, votre main gauche ne doit jamais savoir ce que vous avez donné. Donc, il faut garder, quand vous aidez les gens, il faut laisser leur dignité. Ne laissez pas les gens perdre leur dignité parce que vous les aidez. Non, ça n'a pas de sens. Et ça, il n'y a que votre humilité qui peut vous amener à le faire. Je viens aider un ami, même quand je vais lui donner l'argent, je n'attends pas qu'il soit avec son épouse pour lui donner de l'argent. Je vais lui faire perdre son autorité. Je préfère que quand il m'accompagne calmement à la porte, je lui file le billet très doucement. Deuxième chose, pourquoi est-ce que l'humilité a besoin de générosité? Vous savez, l'humilité, c'est quoi? C'est l'ego. Les gens qui sont orgueilleux, ils ont un ego surdimensionné. Quand vous avez un ego, vous n'êtes pas un, vous ne pouvez pas être humble si vous avez un ego surdimensionné. Oui. Donc, pour perdre cet ego surdimensionné, il faut le donner au chien. Donc, il faut être généreux. Vous devez perdre votre ego, vous donnez. C'est pour ça que la générosité donne à l'humilité. Vous comprenez? Oui. Donc, je vous ai dit que peut-être je vais solliciter d'autres émissions pour expliquer parce qu'on pourra faire une émission au moins 2 heures pour expliquer tout cela. Je fais une dernière connexion entre l'humilité, entre la détermination et l'autodiscipline. Oui. Qui sont deux aussi, l'appel à la détermination, c'est la troisième clé. Deux aussi clés difficiles à acquérir. La détermination et l'autodiscipline. Pour être déterminé, vous devez être autodiscipliné. Pour être déterminé, vous devez être autodiscipliné. C'est-à-dire que si vous voulez, la preuve, j'ai pris le cas, je viens vous attendre, mais j'ai pris le cas aujourd'hui où vous avez un rendez-vous, mais vous êtes distrait quelque part. Ça veut dire, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Maintenant, je prends l'inverse. Pour être autodiscipliné, vous devez être déterminé. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est-à-dire que c'est Madiba Songepe à son âme qu'il avait dit dans un poste que j'ai, un compatriote camerounais, oui, que l'autodiscipline, c'est faire tous les jours ce qu'on a prévu faire, même si on n'a pas envie de le faire. Donc, vous voyez que dans l'autodiscipline, il y a une répétition. C'est cette répétition qui consacre la détermination. Donc, si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez pas être autodiscipliné. Je vais prendre un cas maintenant qui peut gêner certaines épouses. Et vous avez par exemple prévu que vous devez faire du sport tous les matins, vous levez à 4 heures. Moi, je connais des amis qui se lèvent à 4 heures pour aller faire le sport. Mais vous êtes dans un lit douillet, vous avez une épouse qui est là. Vous, à 4 heures, vous commencez à enfiler votre pyjama. Madame vous dit, mais vous allez où? Vous ne partez pas. Celui qui est autodiscipliné va partir. Il va dire, madame, je reviens. Celui qui n'est pas autodiscipliné va céder, va rester. Donc, pour être autodiscipliné, vous devez être déterminé. Si vous avez prévu faire du sport à 4 heures du matin tous les jours, quelle que soit la belle de lune qui est dans votre lit, vous partez pour revenir la trouver. Voilà un peu ces connexions que j'explique comme ça. Là. Et ensuite, il y a la foi. Donc, voilà les 7 clés qui peuvent faire de quelqu'un, qui peuvent faire un leadership. Qui permettre d'envisager un leadership efficient. Efficient, voilà. Oui. Alors, pourquoi vous ajoutez efficient?
Parce que c'est Leadership tout court, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas pour moi. Oui, J'ai voulu ajouter ce mot. Efficient, c'est productif. Oui. En fait, c'est productif. Tout à fait. Bon, vous êtes un leader, vous ne produisez rien. C'est comme un père qui sort tous les jours. Il ne ramène rien. Il a beau être père, mais enfin, vous ne servez à rien. Ouais. La mamie ne boue pas. Alors, votre livre Pauvreté et misère, 7 clés pour un leadership efficient, sorti aux éditions Éclosion. Alors, comment comptez-vous faire pour faire connaître cet ouvrage sur le leadership? Est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce qui a été prévu? Non, déjà ça. Oui. C'est-à-dire que c'est une phase de communication, Oui. Pour faire savoir aux gens qu'il y a un livre qui est là, qui peut aider, qui peut aider, très modestement, qui peut aider. Et bien après aussi, il y a, s'il plaît à Dieu... Est-ce que vous avez prévu, par exemple, des conférences pour présenter les 7 clés pour un leadership efficient? Est-ce qu'il y a des possibilités dans ce sens? Peut-être si après cette émission, les gens sont sensibles de ce qui a été dit ici, des explications que j'ai données, est-ce qu'elles sont suffisantes? On peut m'appeler, M. Nan vient expliquer. Mais je dois lui donner ces détails. Oui, je l'ai dit au début de ce livre. Je n'ai pas donné une dénomination à cette étude. C'est pour ça que je souhaite que ceux qui sont compétents viennent regarder cette étude pour juger de sa fiabilité. Et je suis prêt à participer à des débats, à des échanges dans le but de l'améliorer, éventuellement. Oui. Voilà. En tout cas, toutes nos félicitations pour cet ouvrage, Moïse Victor Len Migwe. Félicitations pour votre livre. Il est disponible où? Avant de donner là où le livre est disponible, j'aimerais dire merci à deux personnes. C'est le pasteur Martin Ekona qui a fait la préface de ce livre. Et le professeur Christian Bios Nelem, c'est un sociologue. C'est un sociologue. Vraiment, je tiens à le remercier d'avoir pris la peine de faire respectivement la préface et la postface. Maintenant, le livre est disponible où? Bien évidemment, le livre est disponible à Yaoundé, aux éditions Éclosion, au numéro 678 704 086, au numéro 698 031 502. Ça, c'est chez l'éditeur. Mais également chez l'auteur que je suis, au numéro 677 605 772, 690 549 932, et le dernier numéro, ça c'est le mien, 677 73 51 36. À Douala également, on peut trouver ce livre chez l'auteur, c'est les contacts de l'auteur, 694 059 311, 698 313 344. Voilà, merci d'être venu dans cette émission et à très bientôt. On continuera probablement de discuter autour de cet ouvrage. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition. Je vous rappelle le titre de cet ouvrage de Moïse Victor Len Migwe, Pauvreté et misère, 7 clés pour un leadership efficient. Nous en avons parlé au cours des 50 dernières minutes. Merci de nous avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés.
Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.